Nous pouvons simplifier les 4 cadrans en 3. La moitié droite du diagramme est le monde objectif d'Il, cela. La partie inférieure gauche, le monde culturel du nous. La partie supérieure gauche, le monde subjectif du jeu. Il s'agit du vrai, dont le critère de validité est la vérité et la fonctionnalité. Du bien, dont le critère de validité est la compréhension. Du beau, dont le critère de validité est la sincérité. Ces 3 grands domaines sont surtout celui de la science, de la morale, et de l'art. Puisque la science rationnelle pouvait représenter chaque événement du cosmos comme un phénomène, empirique, observable, et naturel, du côté droit, aucun stade supérieur ou métaphysique n'était nécessaire. Donc aucun n'était autorisé. Puisque chaque élément du cosmos possède effectivement une composante du côté droit, la science empirique pouvait de manière honnête, voire acceptable, mais néanmoins à tort, s'imaginer qu'en enregistrant la composante empirique, elle avait couvert toutes les bases. Ainsi, le cosmos s'est effondré dans le chemin de droite. Un empirisme du monde plat a remplacé une holarchie multidimensionnelle, en tant que paradigme directeur. La rationalité est expérimentale. La rationalité exige des preuves et des causes, pas des dogmes et des mythes. Dans la vision mythique du monde, les preuves étaient fondées sur l'évidence, et le caractère incontestable de son propre monde partagé, et elles étaient suffisamment vraies dans ce monde partagé. Regarde la création autour de toi. Ces structures n'étaient pas stupides, aucune structure ne l'est, et elles ont toutes produit leur propre génie, de bonne foi. En fait, chaque structure évalue soigneusement les preuves qu'elle peut voir. De même, la raison s'imagine que sa preuve constitue simplement la preuve, évidente et incontestable en soi, et que son type de preuve est également marqué du sceau de l'incontestabilité. Les mauvaises interprétations au sein de son horizon rationnel, donc également à l'intérieur de son monde partagé structurel, seront vigoureusement repoussées en dehors de cet horizon, par la communauté de ceux dont les yeux peuvent voir les profondeurs révélées par la rationalité. Les interprétations issues des structures transrationnelles, quant à elles, ne seront pas repoussées. Elles ne seront tout simplement pas vues. Ce n'est pas tant qu'une vérité plus grande et absolue renverse une chose fausse, mais plutôt qu'une grande vérité supplante une vérité moindre. Selon la rationalité, la connaissance empirique seule est la vraie connaissance. Mais où est la preuve empirique de cela? En Occident, la dimension verticale de la profondeur et de la hauteur a été abandonnée au profit d'une expansion horizontale, l'accent n'étant pas mis sur la profondeur, mais sur l'étendue, et le Dieu standard du monde occidental moderne était institué. C'est le Dieu de tout ce qui est visible, et de tout ce qui peut être vu, de tout ce qui peut être saisi avec les mains, c'est-à-dire saisi avec la main droite. Le salut de chacun dépendait donc de la façon dont chaque chose s'insérait fonctionnellement et instrumentalement dans le tout, dans l'ensemble du système fonctionnel. Dans un univers disqualifié, la qualité se trouve par addition. Et qui peut mettre en doute, dans une telle atmosphère, que plus c'est gros, mieux c'est. Dans un cosmos du monde plat, tout le bonheur est le même, tout le bonheur est un seul bonheur, sensoriel, hédonique. Ce que tous les êtres vivants ont en commun, le plus petit dénominateur commun, en fait, c'est la poursuite du plaisir physique, et l'évitement de la douleur physique. L'homogénéisation des motivations, la réduction de toutes les motivations au plus petit dénominateur commun. C'est une chose de dire que nous sommes tous liés à ce niveau fondamental du plaisir et de la douleur, car nous le sommes effectivement au niveau sensorimoteur, comme tous les holons qui possèdent ce niveau. C'est tout autre chose de dire que nous avons tous, seulement ce niveau de motivation. Cette motivation hédonique définit ensuite le seul bonheur que nous sommes censés étendre à tout l'ordre du monde plat, en tant qu'impératif éthique. Plus il y a de bonheur hédonique pour chacun, mieux c'est pour tous. Pas de distinction qualitative à créer, seulement des extensions quantitatives à mesurer. Rien de meilleur ou de pire inhérent au cosmos, seulement du plus grand et du plus petit trouvé dans le cosmos. Une vision du monde descendante, et une expansion de l'étendue, remplaçant un approfondissement de la profondeur.
L'ego et l'écho sont les jumeaux du monde plat, enfermés dans la danse ironique de l'autodestruction, contribuant tous deux, de manière égale, à l'échec de l'intégration. L'un absolutise la noosphère, l'autre absolutise la biosphère, et aucun des deux ne peut à lui seul intégrer l'autre. Et ce qui ne contribue pas à l'intégration des deux, contribue directement à la destruction de chacune. L'ego rationnel avait pour objectif de passer des inclinations égocentriques, et des hiérarchies de domination ethnocentrique, à une position mondocentrique, de pluralisme universel, d'altruisme, de bienveillance, et de liberté. Il s'agissait d'une déclaration d'indépendance à plus d'un titre. Indépendance vis-à-vis de la domination religieuse et mythique, vis-à-vis de l'ingérence de l'État dans la vie personnelle, par rapport au mode conformiste de la mentalité de troupeau, et vis-à-vis de la nature conçue comme une source de pulsion, et d'inclination, pas encore morale. L'ego rationnel a engagé sa propre agence autonome vers une forme extrême et exorbitante, que nous appellerons hyperagence. Mode très hyperagentique, dans la mesure où les communions intersubjectives sont abandonnées, en faveur des monologues de l'agence et du pouvoir individuel. En cherchant la liberté, il a fini par être coupé de la nature, coupé de son propre corps et de ses semblables. Et, plus il se sentait mal, plus il intensifiait son retrait hyperagentique, moins il était libre. La rationalité de l'ego peut parfois dériver vers une vision rigide de la vérité universelle, en ignorant la diversité et les particularités individuelles. L'idée d'universel se confond alors avec celle d'uniforme, et une perspective mondocentrique, pourtant louable, devient une injonction à la pensée unique. À ses débuts, la rationalité s'est souvent développée sous cette forme, cherchant à établir des lois, et des règles immuables, s'appliquant à tous, et en toutes circonstances. Cette approche s'est imposée dans tous les domaines. Science, politique, art, poésie, architecture, etc. L'individu devait se conformer à une norme, jugée universelle et intemporelle, conduisant à effacer toute singularité. L'humain était perçu de manière objective et impersonnelle, uniquement à travers ce qui le rendait semblable aux autres. Or, la véritable richesse de la rationalité, ne réside pas seulement dans la recherche de points communs, mais aussi dans la capacité à adopter différentes perspectives, à se mettre à la place des autres, et à apprécier la diversité. L'esprit d'universalité, c'est-à-dire la souplesse qui nous permet, par le renoncement au goût personnel, et la préférence aveugle pour ce à quoi nous sommes habitués, permet de nous projeter dans ce qui est propre à d'autres peuples, et à d'autres époques, et, pour ainsi dire, de le ressentir. Par conséquent, une éthique de l'individualité, de la diversité, de l'exotisme, du profondément personnel, voire de l'étrange, et du bizarre, de tout ce qui sortait de l'ordinaire, a rapidement remplacé l'uniformitarisme précédent dans le camp de l'écho, par réaction. L'admiration pour une chose exige-t-elle vraiment que nous dépressions une autre chose? Ne pouvons-nous pas admettre que chacune est, à sa manière, grande et admirable, même si l'une est totalement différente de l'autre? Le monde est vaste, et de nombreuses choses peuvent y coexister. Nous arrivons donc à l'idéalisation de la diversité dans le camp de l'écho. Le projet de l'ego des Lumières, concernant la modernité, mettrait l'accent sur un uniformitarisme universel. Le projet écho, à la recherche d'une vie et d'un amour plus vaste, au-delà de l'ego se définissant lui-même, mettrait l'accent sur un diversitarisme universel. Là où l'ego des Lumières conseillait à chacun d'être universel et uniforme, le désir le plus profond des échos était d'être absolument et radicalement différent, c'est-à-dire totalement et radicalement unique. Les camps de l'ego ont abordé le grand ordre imbriqué de la nature, à travers une analyse monologique et objectivante, empirique et analytique. C'était une approche sèche et abstraite. Les camps de l'écho se sont rebellés de manière agressive contre cette approche, préférant trouver une unité avec le soi, et une communion avec la nature, par le biais d'une conscience plus tournée vers les sentiments. Dans les deux cas, c'est la nature qui régnait. La nature était abordée, soit en se détachant, soit en s'unissant à elle. Dans ce schéma, l'ego et l'écho ne seront jamais intégrés, l'un absolutisant la noosphère, et l'autre absolutisant la biosphère.
L'ego et l'écho. Ces deux absolus apparents sont synthétisés dans le troisième grand mouvement du soi universel, qui transcende à la fois la nature et l'esprit. Donc, grâce à leur synthèse, ou leur union radicale, ces deux absolutés de l'objectivité absolue, et de la subjectivité absolue, constituent à nouveau une seule absoluté. Le soi universel se connaît objectivement en tant que nature, se connaît subjectivement en tant qu'esprit, et se connaît absolument en tant que soi universel. Nous pouvons également reconnaître ces trois grands mouvements comme le subconscient, le conscient, et le superconscient, ou la biosphère, la noosphère, et l'holosphère, ou encore le prépersonnel, le personnel, et le transpersonnel. Chaque stade de l'ascension s'appuie sur ses prédécesseurs, et les intègre. Ce qui est perdu, c'est l'étroitesse du prédécesseur, ou sa prétention à être le tout. Chaque stade intègre son prédécesseur, mais nie sa partialité. Remplacer, c'est à la fois nier, et préserver.